TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Ivoire TV pour le talk qui reçoit aujourd'hui Boga Sako Gervais, vice-président de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, mais également président de la FIDOP. Boga Sako Gervais, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Ivoire TV. C'est toujours un plaisir de parler avec les Ivoiriens, de parler avec l'Afrique à travers votre média. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va tremper tout de suite dans le vif de notre sujet pour parler bien sûr de ce que l'on sait, l'actualité électorale en cours en Côte d'Ivoire. Ce samedi 30 octobre, pardon, il y a eu une élection présidentielle controversée qui fut organisée en Côte d'Ivoire, malgré les avertissements de l'opposition, avec notamment M. Guillaume Soro, qui le 17 septembre dernier à Paris affirmait qu'il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire pour ce 31 octobre qui vient de passer. Et ce slogan-là a été repris en chœur par d'autres leaders de l'opposition. Clairement, les Ivoiriens, même si cela ne s'est pas déroulé dans les conditions idoines, ont voté hier. Boga Sako Gervais, est-ce que l'opposition a échoué? C'est M. Ouattara qui a échoué. L'opposition n'a pas échoué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce monsieur avait dit qu'il allait faire un coup de chaos. Il a dit qu'il y aurait élection. Nous, on a été constants. Depuis le mois de février 2020, la FIDOP n'a pas arrêté de dire que cette élection devait être reportée et qu'il devait être mis en place un dispositif pour nous permettre de mettre à plat tout le dispositif actuel, la commission électorale, le conseil constitutionnel, les listes électorales, et rendre tout le monde éligible pratiquement pour qu'on puisse avoir une élection crédible. M. Ouattara n'a pas voulu entendre raison. Il a voulu faire un passage en force. Et donc, nous nous sommes lancés des défis. Le 31 octobre 2020, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, disons les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, dans leur majorité, ont suivi le mot d'ordre de l'opposition politique et de la société civile. Je le rappelle toujours, parce que si vous n'ajoutez pas la société civile, vous avez fait faux. Parce que le premier mot d'ordre demandant aux Ivoiriens de descendre dans la rue, c'est bien la société civile, par la voix de Mme Picheri Edith Ballet, qui a demandé aux Ivoiriens de descendre dans la rue le 13 août 2020. Et vous avez vu comme un seul homme, toutes les villes du pays ont répondu. Et aujourd'hui, elle a été arrêtée, elle est encore emprisonnée. Mais c'est une coalition et des partis politiques et de la société civile qui a remporté une grande victoire. Les Ivoiriens ont dit clairement à M. Alassane Dramane Ouattara, un troisième mandat, ça ne doit pas exister en Côte d'Ivoire et ça n'existera pas. Les Ivoiriens n'ont pas voté, il n'y a pas eu de vote. Faites le bilan de toutes les villes de notre pays, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. En tout cas, peut-être le Nord, il y a eu quelques votants, mais bon, ça, encore, c'est à discuter. Mais dans la globalité, il n'y a pas eu de vote. Si quelqu'un nous dit qu'on a dépassé un taux de participation de 5 à 10%, voilà, mais c'est du Ouattara. Le mensonge, ça fait corps avec son régime. D'accord, vous dites qu'il n'y a pas eu de vote. Est-ce que vous disposez de statistiques au niveau de l'opposition, de statistiques concrètes qui nous permettent donc d'avoir une vue assez claire de ce qui s'est passé sur le terrain ce 31 octobre? Oui, mais au stade actuel, même la CEI, qui est l'organe étatique biaisé, frauduleux, illégal, instauré par M. Ouattara, il n'est même pas encore en mesure de vous donner les statistiques définitives. Ou alors, mais nous, avec ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu, parce qu'on avait des gens sur le terrain, dès l'instant où on a défié M. Ouattara, on lui a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. À partir de là, vous avez vu pratiquement dans
tout le V baoulé. Je vais vous citer, allez-y comment dirais-je, à Botro, allez-y à Bongwanou, allez-y à Sikessi, allez-y à Daoukro. Je veux dire, dans toutes les villes pratiquement, si ce n'est pas soit les urnes emportées, les urnes parfois cassées, ce sont pratiquement les voies obstruées. Dans tout le sud, dans l'ouest, tous nos villages, les voies ont été obstruées, partout. À tel enseigne que M. Ouattara a tellement honte aujourd'hui que son vote est terminé. Mais au moment où je fais cette émission avec vous, on a des populations qui continuent de souffrir parce que les microbes qu'il a envoyés pour nous d'empêcher le vote. C'est-à-dire que lui, ces microbes étaient chargés de nous empêcher de mener notre désobéissance, comment dirais-je, de mener notre désobéissance civile. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, aujourd'hui, il envoie les gens en train de rentrer dans les villages à Gomo. Vous allez à Gomo aujourd'hui, vous allez à Sakassou, les populations continuent d'être agressées. Et les villes où on a agressé les gens sont tellement nombreuses. Voilà. Vous pouvez aller, par exemple, comment dirais-je, du côté de Gagnoa, vous allez à Teiri, un village de Gagnoa. Il y a eu au moins 6 morts dans ce village-là, découpés par les microbes de M. Ouattara. Si le bilan est aujourd'hui de 17 morts, lui on dit autour de 12. Mais en réalité, quand vous totalisez dans tous les villages et autres, on est à 17 morts pour une journée. C'est sombre. Ajouté à la 70aine de morts, est-ce que tout ça c'était utile? Est-ce que tout ça c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. D'accord. Alors, je suppose qu'à l'heure actuelle, vous ne disposez pas des éléments nécessaires pour nous permettre d'avoir une lecture plus précise de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais tout de même, beaucoup d'Ivoiriens se demandent, lorsque M. Guillaume Soro affirmait mordicus à Paris le 17 septembre qu'il n'y aurait pas d'élection Côte d'Ivoire et que cela a été repris ultérieurement plus tard par d'autres leaders de l'opposition, sur quoi comptiez-vous pour dire qu'il n'y aurait pas d'élection de façon concrète? Mais la base, la force d'un homme politique, la force d'un acteur de la société civile, c'est quoi? C'est le peuple. C'est M. Ouattara qui comptait sur les 35 000 agents des forces de l'ordre pour pouvoir nous obliger à sortir de nos maisons pour aller voter. Un homme politique dans le monde qui était démocrate, sa force et sa base, c'est le peuple. Et dans l'opposition globale, puisque vous avez bien précisé que je suis vice-président de EDS, dans cette opposition à laquelle nous appartenons tous, qui fait front contre M. Ouattara, on a décidé d'utiliser tous les moyens légaux et démocratiques. À partir de là, notre force d'action, c'est le peuple. Parce que quand on dit qu'il n'y aura pas d'élection, ça veut dire que nous comptions sur les Ivoiriens pour pouvoir nous donner la force de dire à M. Ouattara qu'il ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, ou bien, vous pensez qu'on comptait sur quoi? On ne peut pas utiliser des armes. Les armes ne font pas partie de notre stratégie. Et même mieux, on n'a même pas dit qu'on faisait une insurrection alors qu'on avait la possibilité de le faire. On a dit désobéissance civile. Ce qu'on sait de la désobéissance civile, depuis les Martin Luther King, depuis Mahatma Gandhi et autres, c'est le peuple qui fait obstacle à la loi qui est inique, qui est abjecte. M. Ouattara était président, était candidat illégal. La CEI est illégale. Le Conseil constitutionnel s'est fourvoyé. D'ailleurs, il a été désavoué par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, on avait déjà le droit avec nous. Il nous restait le peuple. Et le peuple nous a donné raison. En tant que journaliste qui avait observé vous-même, vous avez vu, avec ce qui s'est passé, le peuple nous a donné raison. Le peuple a choisi clairement, il a désavoué M. Ouattara. Aujourd'hui, tous les observateurs qui sont venus, les journalistes qui sont venus, tout le monde attend les chiffres que M. Ouattara va présenter. Pour vous dire, alors, ne soyez pas surpris qu'ils vous disent qu'il y a 40%, à 50 ou bien 50% de taux de participation. Ce qui est tout à fait illusoire. Mais j'allais dire, c'est du Ouattara.
on n'est pas surpris, on le connaît. Et nous, on est préparés à cela. Voilà. Donc, pour nous, et je dois terminer, quand vous avez écouté notre compte rendu, notre rapport qui a été fourni par l'un des candidats, M. Afin Guessan, le 31 à 17 h, on a décrié tous les incidents, on a dénoncé les morts, on s'est incliné sur leurs dépouilles, on a apporté notre compassion aux familles, et puis on a dit, on vous donne le deuxième point de presse. Le deuxième point de presse a eu lieu le 1er novembre à 13 h au domicile de M. Henri Konan Bédié, et il a été clair. Pour nous, il n'y a pas eu de vote, 1. 2, M. Alassane Draman Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. 3, on appelle à une transition politique. C'est tout. On aura l'occasion de revenir justement sur le sujet. Justement, c'est là qu'on est en train de partir pour parler justement des perspectives dans la formation de ce gouvernement de transition. Les Ivoiriens, vous le dites, ont répondu à votre appel, mais dans le même temps, les gens s'interrogent toujours sur la lisibilité dans le combat. Où est-ce que l'opposition politique est en train de les mener? On parle de transition depuis un peu plus d'une semaine désormais. Dans le même temps, les Ivoiriens se demandent toujours, mais transition, est-ce que cela ne relève pas un peu d'une utopie, d'un schéma utopique, sachant que M. Ouattara est bel et bien au pouvoir et que l'opposition continue à jouer son rôle d'opposition malgré qu'elle conteste sa légalité de gouvernement? Il y a un philosophe qui disait qu'on ne crée jamais à partir d'ex nihilo. C'est-à-dire qu'on ne refait pas le monde. Hein. Regardez, parfois quand les gens de M. Ouattara font les critiques, on dirait qu'ils sont étrangers à l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 2010, M. Ouattara a utilisé déjà la désobéissance civile. Sauf que quand lui et M. Guillaume Soro ont lancé à l'époque la désobéissance civile, c'était en même temps pour casser tout, pour brûler tout. Et on l'a vu, hein, je vous cite la ville de Korogo, par exemple, où le domicile du préfet, dès l'instant où il a lancé sa désobéissance civile, le domicile du préfet a été brûlé, la résidence de M. Issa Diakité, oui, c'est Koulibaly, Issa Malik, le directeur de campagne du président Laurent Gbagbo, son domicile a été brûlé, a été saccagé. Voilà. Nous, on a décidé de faire la désobéissance civile, mais en respectant les droits de l'homme, en respectant les valeurs humaines, en respectant les biens publics. Donc, tous ceux qui ont manifesté, qui nous ont suivis, personne n'a cassé et tout, mais ils ont été agressés avec des machettes et tout cela. Je tenais déjà à le dire. Deuxièmement, toujours en 2010, quand le président Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur de l'élection par le Conseil constitutionnel, mais en face de lui, à l'hôtel du Golfe, M. Ouattara s'est fait investir président. Donc, qu'est-ce qu'il a joué? C'est le domaine diplomatique. Il a obtenu des présidents à l'international qui l'ont reconnu. Et ça a prospéré. Donc ici, chez nous, je veux dire, ce n'est pas nouveau. C'est pour cela que beaucoup d'Ivoiriens disent, oui, on attend le gouvernement de transition. Il n'est pas encore... Mais le gouvernement, ils sont pressés. C'est une décision lourde. C'est une décision de haute responsabilité. Avant de la lancer, il faudrait déjà qu'on s'asseye sur quelque chose. C'est pour cela que les responsables se donnent le temps de tisser les relations qu'il faut, de prendre les dispositions qu'il faut à l'international et au national. Parce qu'en même temps, quand vous lancez un gouvernement de transition, apprêtez-vous en même temps à avoir les leviers qui vont permettre à ce gouvernement d'être sécurisé, d'avoir tous les relents. M. Ouattara pense qu'il maîtrise toute la police, il maîtrise toute la gendarmerie, il maîtrise toute l'armée. Donnez-nous le temps de travailler et vous allez voir dans les prochains jours, dans les prochaines heures même, la suite. Vous demandez qu'on vous donne le temps de travailler, mais je pense que tout à l'heure, juste avant qu'on ne commence cette émission, nous avons reçu quelques appels de personnes à l'intérieur du pays qui disent être en train de souffrir le martyre pendant que l'opposition déroule allègrement sa stratégie du pays dans les villages, souffre et puis bon, finalement, on obéit à qui? Vous dites que vous ne reconnaissez plus M. Ouattara comme étant le président de la République. Dans le même temps, les populations qui répondent à votre appel à la désobéissance civile sont soumises justement au pouvoir, à l'autorité de ce même gouvernement de M. Ouattara.
finalement, à quel sein est-ce que ces populations-là se vouent? Non, mais écoutez, c'est ce qu'on appelle une période de turbulence. Nous sommes dans une période de turbulence. Vous voyez, cher ami Raoul, on va dire ça comme ça, M. Alassane Draman Ouattara a violé la constitution de notre pays. Je vais préciser, et je sais que mes compatriotes m'écoutent. La constitution qui a été violée là, ce n'est pas la constitution de Bédié ou de Gbagbo ou de Afine Descent. C'est notre constitution, c'est la loi fondamentale. C'est-à-dire que même si nous autres, nous avons appelé nous avons boycotté cette constitution parce qu'on a dit que ce n'était pas le moment. Et même tous les éléments qu'il a introduits là-dedans, là, ce n'était pas opportun. On n'en a pas discuté. Mais soit, en tout état de cause, elle a été, comment dirais-je, votée. À partir du moment où elle a été votée, elle devient la loi fondamentale parce qu'aujourd'hui, quelle est la carte d'identité de la Côte d'Ivoire? Quel est le socle sur lequel la République de Côte d'Ivoire existe à l'heure où nous parlons? C'est la constitution du 8 novembre 2016. M. Ouattara l'a violé. Je ne pourrais pas dire qu'il a déchiré. Il y a 2 mandats inscrits là-dedans. M. Ouattara dit qu'il veut faire un 3e mandat. Donc, le combat que nous menons, on ne le mène même pas pour Bédié. On ne le mène pas pour M. Gbagbo. On ne le mène pas pour qui que ce soit. On le mène pour notre pays. Nous avons un beau pays. Nous avons un grand pays. Mais est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est venu, qui a fait 10 ans, veuille encore marcher sur les Ivoiriens pour faire un 3e mandat? Mon cher ami, c'est un combat de vie ou de mort parce qu'il s'agit de notre patrie. Si M. Ouattara pense qu'il veut nous tuer, nous tous, pour qu'il règne sur nos cadavres, peut-être que c'est ce qui va arriver parce que nous, on ne lâchera rien. Il nous a, là, on lui a démontré clairement, et ce n'est pas moi qui suis allé voter, qui suis allé même, non, les Ivoiriens du nord, du centre, de l'ouest, du sud, et même dans le nord, on a vu des images de Ferké et autres. Ils ont dit à M. Ouattara, niet. Alors ce monsieur-là, il va regarder les résultats qu'ils ont commencé à brader. Regardez les chiffres. Hein. Le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants. Tellement ils ont bourré. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils ont bourré des urnes à la place des Ivoiriens. Ils ont mis des croix. Ouattara, 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 Ouattara. Et puis, les journalistes internationaux, soi-disant les journalistes de la communauté internationale, il les a reçus à déjeuner. Les bois-bouviers et autres, là, des gens qui se font acheter. Ce sont ça, là, ce sont des journalistes. Je comprends bien que certains de nos élèves du primaire disent des journaleux. C'est ça, des journalistes. Venir se faire recevoir par un candidat à déjeuner. Mais où est l'objectivité? Où est la transparence? Donc, c'est tout ça, là, qui montre très clairement que M. Ouattara achète les gens. Mais nous, les Ivoiriens, là, on a une dignité. On ne se fait pas acheter. Quelqu'un qui marche sur notre constitution, mais il nous aura en face. Et les Ivoiriens lui ont dit très clairement le 31 octobre, M. Ouattara, c'est terminé. Et pour nous, c'est clair. À partir de là, on va ouvrir la transition. C'est tout. Donc, j'ai dit aux Ivoiriens simplement, oui, sortez le gouvernement. Oui, mais quand vous sortez un gouvernement, après, il faut qu'il y ait maintenant la mise en œuvre. Donc, soyons prudents, soyons patients. Dans quelques jours, dans quelques heures, ce sera fait. C'est tout. D'accord. Alors, à quand est-ce qu'on peut, c'est vrai, je suppose qu'on ne va pas s'aventurer dans un jeu de fixation de date, mais quand même, pour quel délai, jusqu'à quand est-ce qu'on peut espérer, pour ceux qui regardent, bien sûr, qui vous soutiennent, jusqu'à quand peut-il espérer avoir votre gouvernement, le gouvernement de transition qui vous permettra de prendre les décisions que vous souhaitez prendre justement pour vous imposer comme étant ceux qui doivent légalement diriger la Côte d'Ivoire? Je vais déjà vous dire que nous sommes on peut dire ça comme ça, nous sommes en guerre, entre griffes, avec M. Alassane Draman Ouattara. Et donc, en guerre, chacun contrôle les pas, chacun contrôle les actes de chacun. Aujourd'hui, vous savez, souvent en guerre, le premier qui dégaine est mort. Hein, ça, c'est une chose que j'ai noté beaucoup, parce qu'on est obligé d'apprendre toutes ces techniques-là. Dans ce schéma, le premier qui dégaine, il est mort. Nous, on a déjà annoncé les couleurs. On a dit, à partir le 31 octobre à minuit, M. Alassane Draman Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous ouvrons la transition. On a fait un pas. On le regarde.
s'il regarde le taux de participation qui est inférieur à 10% et qu'il dit franchement, c'est vrai que je veux être président, mais là, les Ivoiriens n'ont pas répondu. Il y a eu tellement d'incidents, il y a eu tellement de morts. Je voudrais humblement inviter les autres, venez qu'on se mette d'accord et que nous puissions organiser une bonne élection. Donc, on va faire une petite transition. En ce moment-là, ça veut dire que la discussion a commencé. De ce point de vue-là, on peut entreprendre les discussions et puis mettre en place le gouvernement de transition. Il y a longtemps qu'on le lui a demandé, hein, avant même le 31, là. Nous, notre objectif, ce n'était pas d'arriver à un 31 octobre. Parce que nous, on savait qu'il n'y aurait pas. On avait souhaité qu'on s'entende sous l'égide d'un médiateur, on se mette d'accord, on crée les conditions d'une transition et la mission de ce gouvernement de transition, c'est de créer les conditions pour une élection transparente, juste, inclusive et apaisée. M. Ouattara n'a pas voulu. Donc, dans les prochaines heures, s'il s'amuse à poser un acte de défiance à l'opposition, ben vous allez voir la contre-réaction. On est prêt. Action, réaction. Si c'est lui qui agit, mais automatiquement, on réagit. Et on réagit gravement, violemment, mais selon notre principe qui est légalement et démocratiquement, par tous les moyens. Aujourd'hui, on a la légitimité en plus. On a la légitimité populaire aujourd'hui. Les Ivoiriens ont dit que ce n'est pas Ouattara qui les intéresse, la vérité se trouve du côté de l'opposition. Sinon, on allait avoir 80% de taux de participation, hein, ou bien 70%. Mais là, on sera en dessous de 10%. D'accord, mais là, vous continuez à vous faire appeler opposition. Je voudrais qu'on clarifie les choses. Hein. Vous êtes l'opposition ou bien vous êtes maintenant le pouvoir? Très bien. Alors, oui, la question que vous me posez de savoir si nous sommes l'opposition. Cher ami, dans une transition, c'est un gouvernement de transition. Hier, jusqu'au 31 octobre, nous étions opposition et puis Ouattara était le pouvoir. Depuis le 31 octobre à minuit, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'opposition, il y a nécessité de mettre en place un gouvernement de transition. Donc, parce que nous sommes dans un domaine, on est hors de la Constitution maintenant. On est dans un vide constitutionnel. Parce que la Constitution a dit que la date du 31 octobre était une date constitutionnelle. Et nous avons dit à M. Ouattara que la Constitution, c'est un instrument que nous avons conçu par le peuple. Mais devant la tragédie qui guette la Côte d'Ivoire, le drame social qui guette la Côte d'Ivoire, les forces politiques, les forces sociales ont le droit de se mettre ensemble parce que la Constitution a été écrite par le peuple pour le peuple. Donc le peuple est le souverain. C'est le peuple qui a fait la Constitution. Et c'est le peuple qui peut défaire la Constitution. Et le peuple peut dire, devant le péril, moi, peuple, qui a écrit la Constitution, je demande à la Constitution d'attendre le temps qu'on crée un dispositif transitoire et puis on met les dispositions en place. Même la Constitution, on va la refaire. Parce que la Constitution de M. Ouattara, elle n'est pas consensuelle. Elle a été boycottée par plus de 60 à 70% des Ivoiriens. Donc, il y a nécessité de créer les conditions d'une réconciliation préalable pour que les fils du pays se... Parce que la Constitution, c'est le contrat social. Donc, il y a nécessité de redéfinir le contrat social. M. Ouattara n'a pas voulu entendre raison. Donc, pour répondre à votre question plus simplement, c'est que depuis le 31 octobre 2020, dès l'instant où il n'y a pas d'élection qui se soit déroulée au sens démocratique du terme et au sens légal du terme, parce que n'oubliez pas que cette mise en scène dite électorale de M. Ouattara, là, c'est une affaire comment dirais-je, j'allais dire, une ordonnance prise par M. Ouattara pour organiser cette élection, avec une CEI qui est illégale, avec un conseil constitutionnel qui n'est même pas capable de dire le droit en fonction de la Constitution et qui a été désavoué par une cour de justice en disant, parmi vos candidats que vous avez rejetés là, il y en a 2 que vous devez réintégrer parce que vous avez fait du faux.
le président Gbagbo et le premier ministre Guillaume Soro. Voilà. Donc, à partir de là, chers amis, pour répondre, comme je disais à votre question, on est dans un vide juridique. Donc, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'opposition. Il y a nécessité de mettre en place un gouvernement de transition. D'accord, c'est vous qui parlez de vide juridique. En même temps, du côté du pouvoir, on vous menace clairement d'arrestation les leaders de l'opposition. Je veux dire ceux qui sont donc à l'origine de ce mouvement de désobéissance civile et qui parlent aujourd'hui d'instaurer une transition sont sous le coup de menaces d'arrestation. Arrestation par qui? J'ai entendu que leur Big Togo, là, il a fait sa conférence de presse pour dire, vous savez, depuis un certain temps, nous avons pris l'engagement ferme. S'il y a un seul leader qui est interpellé, un seul, tous les leaders vont prendre la décision qui s'impose. Les Ivoiriens, ce qu'ils ont dit à M. Bitogo, il n'a pas entendu. Le message qu'il lui a envoyé, il n'a pas entendu. Il y a eu des zones même où les forces de l'ordre ont dû rebrousser chemin. J'ai dit souvent aux gens qu'en Afrique, là, on ne peut pas avoir un policier pour toutes les populations. C'est même le ratio international, on ne le respecte pas. Un policier pour 100 ou bien un policier pour 500, même un policier pour 1000. Ce n'est pas respecté, le ratio n'est pas respecté. Donc, le peuple est toujours majoritaire, il est toujours en masse s'il veut réagir. C'est pour ça que les soulèvements, les insurrections fonctionnent. On a vu au Burkina Faso. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est encore où ils sont guindés, mais il est trop gonflé, hein, ce Big Togo. Quelqu'un qui est illégal, quelqu'un qui est illégitime, quelqu'un qui a été désavoué par le peuple de Côte d'Ivoire, de quelle légitimité jouit-il pour faire arrêter quelqu'un? Oui, mais concrètement, quels sont les moyens dont vous disposez pour empêcher justement que l'appareil que vous êtes en train de constituer soit désintégré par cette vague d'arrestation qui s'annonce? De quoi nous disposons? Mais nous disposons de... Je vous ai dit que tantôt, notre force, c'est la légitimité populaire. Aujourd'hui, on n'est plus seul. Les Ivoiriens ont montré clairement qu'ils sont avec nous. Ils sont avec l'opposition et la société civile qui se braquent contre la violation de la Constitution, qui se braquent contre le troisième mandat. De toute façon, dans la désobéissance civile, on ne reconnaît plus les lois édictées par M. Ouattara et son régime. Je vais vous dire une chose. M. Ouattara, il ne contrôle pas l'armée à 100%. Sinon, il n'allait pas avoir des milices contrôlées par son petit frère. M. Ouattara, il ne contrôle pas la police à 100%. Sinon, il n'allait pas avoir des milices. Parfois, nous avons des images qui nous sont envoyées, filmées par des corps habillés, qui ne sont pas d'accord avec le système, mais qui jouent le jeu. Il n'a qu'à s'amuser à arrêter un seul parmi les leaders. Et vous verrez. D'accord. Je pense qu'on est pratiquement au terme de notre entretien. Il y a tellement d'aspects encore à développer. On va s'accorder peut-être une petite prolongation, mais tout de suite, assez rapidement, il y a certaines listes qui circulent depuis 48 heures environ sur les noms de potentielles personnalités qui devraient figurer au sein de ce gouvernement de transition que vous vous apprêtez donc à former. Est-ce qu'on peut avoir des idées? On parle entre autres de M. Tidjane Thiam, de la ministre Afoussiata Bamba, on évoque même le général Philippe Pongou. Il y a tellement de noms qui circulent sous cap. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de personnalités qui pourraient figurer dans votre équipe? Non, vous savez, souvent, je pense qu'en tant que journaliste, donc homme des médias, homme de communication, sachez un peu les éléments qu'on fait circuler sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs. Parfois, il y a des fake news. Voilà, parfois, il y a des fake news. Parfois, il y a des tests. Parfois, les gens écrivent des choses pour voir un peu quelle serait la réaction et tout ça. Non, je pense que aujourd'hui, elle est constituée de personnalités très responsables. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on donnerait des noms de personnalités qui se trouveraient dans un gouvernement de transition. Je pense que c'est quand même très sérieux ce que nous faisons. Nous parlons de notre nation, nous parlons de l'avenir de notre pays. On ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. Voilà, je peux respecter les personnes qui sont citées. Par exemple, vous me parlez par exemple de M. Tidjane Thiam. M. Tidjane Thiam a fait le choix de rejoindre l'opposition aujourd'hui. Et je dis toujours à mes compatriotes, au moment où nous sommes, au stade où nous sommes, ce n'est pas nécessaire d'épiloguer sur la place de Pierre ou Paul. On a besoin de faire unité. On a besoin de bloc. On a besoin de chacun. Hier, tout le monde
je fais partie de ceux qui avaient critiqué M. Afin Guessa. Mais aujourd'hui, quand on voit le rôle qu'il joue au sein de cette grande famille de l'opposition qui s'est retrouvée, mais on ne peut que le saluer et saluer cela. Le président Henri Konan Bédié, qui a le temps encore de parler du rôle joué par les uns et les autres hier? Aujourd'hui, on se réjouit même que le président Laurent Gbagbo, qui depuis plus de 9 ans n'avait plus ouvert la bouche pour parler aux Ivoiriens, s'est exprimé. Il dit qu'il rejoint l'opposition. Donc, à partir du moment où même le président Laurent Gbagbo a parlé avec M. Tidiane Thiam, il a parlé avec M. Guillaume Soro, mais à partir de là, je pense que ce n'est plus nécessaire. Les fils de la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment la patrie, ils doivent faire bloc, créer un bon gouvernement de transition dans lequel toutes les figures patriotiques qui aiment la patrie figurent pour rassurer nos compatriotes. C'est-à-dire que, je vais vous dire, chers amis, le gouvernement dont il s'agit là, ce n'est pas un gouvernement de milliardaires, ce n'est pas un gouvernement de gens, non, 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 c'est un gouvernement de vrais patriotes, de vrais fils de la patrie, qui soient capables de défendre, vaille que vaille, notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que les Big Togo qui se sont enrichis en pillant notre pays, en faisant les marchés de gré à gré, dans lesquels et le chef de l'État et son épouse et le frère du chef de l'État, la famille profitent, on ne veut plus de cela dans notre pays. Il y a des fils de la Côte d'Ivoire qui ont besoin, nos étudiants ont besoin que l'argent de notre pays serve à bâtir notre patrie. On a besoin de créer des emplois pour nos jeunes. M. Ouattara a promis tout. Il n'a rien réalisé pour notre pays. Donc, moi, je veux vraiment vous dire, on n'est pas là, l'opposition là, elle n'est pas en quête de poste. Elle est remplie de personnalités qui ont servi la patrie au plus haut niveau. Ils n'ont plus rien à prouver, mais ils ont un pays à défendre. Sinon, Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, il n'avait pas besoin d'être encore dans l'opposition. Voilà, donc j'ai voulu vous dire ça, parce que si vous me titillez, je vais vous sortir tout. Parce qu'on n'est pas dans un jeu. C'est notre pays qui nous appelle. D'accord. Monsieur Guillaume Soro déclarait ce soir assez rapidement, il déclarait ce soir que selon lui, il faisait même une proposition de personnalité pour diriger ce gouvernement de transition, cette transition de façon plus générale. Comme président donc de la transition, il parlait d'un ancien chef de l'État et il a même retweeté un tweet de l'un de ses plus proches conseillers qui évoquait le nom du président Henri Konan Bédié. Il a même appelé justement à ce que le président de la transition soit désigné le plus rapidement possible. Un commentaire là-dessus. Non, vous savez, nous sommes tous ensemble et chacun peut y aller de sa proposition. Et puis après, on se retrouve et on discute. Vous savez, moi, je suis militant des droits de l'homme. Moi, j'ai parfois des prises de position de mes structures des droits de l'homme, de Grande Afrique ou bien de la FIDOP. Avec mes amis, mes collaborateurs, on prend une position. Mais la position n'engage d'abord que le leader qui l'a fait. Et puis maintenant, quand nous nous retrouvons en séance de travail avec, j'allais dire, dans le forum des présidents des structures membres de la coalition, de l'opposition, chacun y va de sa proposition et puis on prend le meilleur. Je pense que c'est une proposition parmi tant d'autres. Elle a son sens. Regardez aujourd'hui le rôle que joue le président Henri Konan Bédié. C'est un rôle central. Il a réussi à fédérer tout le monde autour de lui. Et donc voilà. Et je pense que ça nous profite. Maintenant, si la proposition est faite, mais je pense qu'au niveau de la FIDOP, ce serait une proposition à analyser sérieusement parce que déjà, par son statut, il nous aiderait à peut-être à aller plus loin. Mais il y a aussi du côté du président Henri Konan, du président Laurent Gbagbo. Donc, je pense qu'il faut que les gens se parlent, il faut qu'on se parle, et puis il faut qu'on trouve la meilleure option pour nous aider à être solides. En tout état de cause, qu'il s'agisse du président Henri Konan Bédié ou du président Laurent Gbagbo, il y a le président Laurent Gbagbo qui est hors de la Côte d'Ivoire, donc je pense que le président Bédié serait pas mal, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. D'accord, on va terminer peut-être avec ce balai diplomatique que l'on observe chez le président Bédié. Pour la journée de ce dimanche 1er novembre, il a reçu justement les ambassadeurs de France et des États-Unis. L'on annonce même d'autres visites chez lui. De quoi est-ce que cela augure pour l'opposition, pour le gouvernement de transition en vue de formation? Écoutez, en tant que... c'est vrai que j'occupe une responsabilité à EDS en tant que vice-président,
Et donc, quand on est à une phase critique comme cela, bon, on voudrait avoir les discours très diplomatiques et tout ça. Mais moi, je suis, voilà, c'est-à-dire que c'est bon à prendre. Ça montre que l'opposition ivoirienne et la société civile, ce bloc-là, est à respecter. Mais je dis, mais ils auraient pu faire toutes ces démarches-là avant même l'élection. Ils auraient pu faire toutes ces démarches-là avant le 31. Ils auraient pu faire tout ça. Mais on a parlé, personne n'a voulu bouger. Maintenant, on déclare une transition et le monde bouge. Je vais dire à l'opposition de maintenir le cap, de maintenir la pression. Parce que les gens nous disent, oui, quand Ouattara va se proclamer, ils vont le reconnaître, ils vont appeler. Dès l'instant où nous avons la légitimité du peuple de Côte d'Ivoire, proclamant notre gouvernement de transition, l'ONU va courir vers nous, les États-Unis vont courir vers nous, la France va courir vers nous. C'est de cela qu'il s'agit. Donc je veux dire aux Ivoiriens que si on était dans le faux, aucun ambassadeur n'allait aller chez M. Bédi. S'ils courent tous là-bas, c'est parce que M. Ouattara est fini et que nous avons le bon bout. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je sais que dans les prochains jours, les Ivoiriens seront totalement libérés. Et vous verrez. Merci bien, Boga Sako Gervais. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la coalition EDS et également président de la FIDOP, qui est un mouvement des droits de l'homme. Et nous abordions donc ce soir la question de l'actualité électorale en cours en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là et merci également à ceux qui nous ont suivis. Un dernier mot peut-être. Oui, c'est vous dire merci. Évidemment, à EDS, nous sommes très nombreux, les vice-présidents, près d'une vingtaine de vice-présidents. Donc, j'ai été là vraiment au nom de la FIDOP et de Grad Afrique, mes structures, mais j'ai fait une lecture comme je le fais sur tous les autres plateaux, parce qu'il faut que les Ivoiriens soient rassurés. M. Ouattara nous a lancé un défi. Nous devons relever ce défi ensemble et unis. Et nos morts ne seront pas morts pour rien. Nos blessés ne seront pas blessés pour rien. Tous ceux qui ont perdu les biens ne les auront pas perdus pour rien. Parce que la République demain doit elle-même se ressouvenir de toutes ses souffrances et aller à la rencontre de chaque Ivoirien. Monsieur Ouattara, c'est terminé. Nous sommes dans la transition et on va rendre bientôt public le gouvernement de transition qui va diriger la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, c'est au revoir pour nous. Merci. Merci beaucoup, Sako Gervais. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert